voyez avec la même tenue alors que ça fait 3 vidéos d'affilée que j'ai ce t-shirt, ne vous inquiétez pas, les vidéos sont tournées le même jour et j'avais absolument la flemme de changer de tenue entre les prises de vue, donc ne vous inquiétez pas, je me change bien tous les jours. Sur ce, il est temps de vous parler de mes lectures du mois de mai et il y en a eu pas mal. Hello maîtres et érudits de la citadelle, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui sera mon point lecture du mois de mai. Il est assez conséquent parce que j'ai lu 19 livres, oui 19 livres, mais vous inquiétez pas, il y a quand même pas mal d'audio et 3 graphiques dans le lot et ça équivaut à peu près à 7912 pages. Je suis vraiment contente de ces petites statistiques qui ne sont propres qu'à moi. Et vous, si vous arrivez à lire qu'un livre par mois, c'est déjà formidable. Mais pour le coup, mon rythme de lecture redevient celui qu'il était avant. Donc je suis plutôt contente et j'ai fait de bonnes lectures quand même globalement. Il y a toujours des déceptions, des abandons, puisqu'il y a eu 2 abandons dans ce bilan. Mais je vous montrerai ça au moment voulu. Pour commencer, je vais vous parler de Hadès et Perséphone de Scarlett Sinclair que j'ai écouté en audio sur l'application Nextory. J'ai écouté le tome 1, 2 et 3. Oui, j'ai enchaîné. D'ailleurs, si vous aussi vous voulez écouter quelques livres audio ou découvrir quelques livres numériques, j'ai un petit lien en barre de description qui vous permet d'avoir 45 jours gratuits sur l'application Nextory. C'est valable uniquement pour les nouveaux abonnements, donc il faut avoir une adresse mail qui a été utilisée qu'une seule fois pour que cela fonctionne. Mais franchement, c'est un bon plan pour pouvoir lire plus si comme moi vous aimez varier les formats de lecture. C'est un partenariat avec l'application qui est rémunéré, donc dès que vous utilisez mon petit lien, je perçois une petite rémunération. Donc, Hadès et Perséphone, c'était une lecture dont je n'avais pas entendu que des louanges, mais toutefois, je me suis dit, un jour, je savais pas trop quoi écouter, et j'avais encore pas mal d'heures d'écoute sur Nextory, donc je me suis dit, et si tu tentais Hadès et Perséphone, après tout, tu ne les as pas achetés, tu ne perds rien, et là, j'ai enchaîné le tome 1 à 3. Alors on est dans une réécriture moderne de la mythologie. On va y suivre Perséphone qui s'est installée dans la nouvelle Athènes et elle espérait mener une vie assez discrète, passer inaperçue, mais un jour on va l'emmener à une soirée qui se trouve dans une boîte branchée de la nouvelle Athènes. Cette boîte appartient à Hadès. Perséphone va essayer de s'y infiltrer aussi pour le travail en tant que journaliste, écrire un article sur Hadès, mais cela ne sera pas forcément une belle idée. Et suite à différents concours de circonstances, la soirée et son boulot de journaliste, elle va se retrouver liée au roi des morts, tout simplement. Elle va devoir développer une forme de vie aux enfers si elle veut regagner ou plutôt ne pas perdre sa liberté. Franchement, j'ai trouvé ce premier tome vraiment sympathique et comme je vous ai dit, j'ai enchaîné avec le tome 2 et 3. Le tome 4 sortira en août, si je dis pas de bêtises, en audio sur la plateforme Nextory. J'ai pas regardé s'il était en mode lecture numérique, mais franchement, j'ai très hâte de la découvrir parce que je passe un très bon moment. Ce n'est pas une lecture parfaite, c'est une lecture qui est quand même assez spicy, mais c'est une lecture qui me fait du bien, qui me divertit et parfois je n'en attends pas plus. J'ai adoré la façon dont la mythologie va s'imbriquer avec le monde moderne. Je trouve que les deux vont super bien, sachant que si on suit Hadès et Perséphone, on suit également beaucoup d'autres divinités qui sont passionnantes, adorables pour certaines, d'autres détestables et aussi incroyablement humaines dans leurs réactions, ce qui est quelque chose de quand même assez récurrent au sein de la mythologie grecque. Par exemple, la jalousie de Héra envers les multiples conquêtes et infidélités de Zeus. Tous ces petits comportements sont humains et du coup je trouve que ça passe vraiment bien.
J'ai également adoré les nuances qui vont toucher à la trame du destin, à la vie, à la mort, au fait que rien ne reste sans conséquence. Enfin, il y a de beaux messages véhiculés dans cette histoire. On a des sujets modernes également qui rentrent en jeu. On a Perséphone qui est parfois certes un peu crédule, mais qui malgré tout a une belle évolution et qui va combattre l'injustice. On a beaucoup de sujets d'actualité et ça c'est vraiment très très chouette. Toutefois, comme je vous ai dit, Perséphone, elle peut être par moments quelque peu immature et au fil des tomes, ça peut devenir assez lassant parce qu'on aimerait la voir grandir, évoluer, faire confiance et peut-être faire attention aux avertissements que les gens autour d'elle peuvent lui dire. À partir du tome 2, on a beaucoup plus de scènes érotiques et je vous avoue que par moments, elles n'étaient pas forcément utiles et elles ont rajouté un petit peu de longueur. Mais le tome 1 était vraiment pas trop spicy. C'est vraiment à partir du tome 2 où cela devient plus intense. Concernant les personnages, il y en a comme j'ai adoré, il y en a que j'ai détesté. Et le personnage d'Hadès, je l'ai vraiment beaucoup aimé. Il est nuancé, compréhensif et à la fois diabolique. Vous savez, il a ce petit truc qu'on aime chez les bad boys qui sont pas trop mauvais, mais qui sont pas bons non plus, vous voyez. Et on sent ses nombreuses années de vécu, on sent qu'il a quand même une certaine réflexion, et ça c'est plutôt cool. Enfin bref, j'ai vraiment écouté les 3 audios en moins de 2 jours et je peux vous dire que j'ai passé un très bon moment. Ensuite, toujours en audio parce que je n'avais pas la suite en papier, j'ai lu le 2e tome de la duologie The Perfect Match, donc The Perfect Love de Lila Mars, qui est vraiment très très sympa, même si j'ai préféré le 1er tome. Alors pour petit rappel, je vous ai parlé du 1er tome dans le point lecture du mois précédent. On y suit Elliot qui avait envie de passer sa vie avec son grand amour, Asher, et malgré tout, après les tests scientifiques, ils n'étaient pas compatibles. Elliot était compatible qu'avec le frère d'Asher, Isaac. Sauf que Isaac, lui, il est contre le fait qu'on choisisse son grand amour via la science. Elliot et Asher aussi l'ont mal vécu, mais Asher va faire en sorte que il n'aille pas contre la loi et donc il va essayer d'accepter leur sort, sauf que Elliot et Isaac ne sont pas tout à fait de cet avis-là et qu'ils vont devoir jouer un jeu pour montrer qu'ils sont un couple à l'extérieur, mais montrer qu'ils ne sont rien du tout à l'intérieur. Voilà, c'est un peu flou comme résumé, mais étant donné qu'à présent j'ai lu le tome 2, je ne veux pas prendre le risque de vous spoiler celui-ci, qui est beaucoup plus axé sur la rébellion et qui a une ambiance un petit peu plus sombre que dans le tome 1. On a énormément d'action dans ce tome 2 et ça c'est quelque chose que j'ai beaucoup apprécié, surtout que l'aspect politique il va vraiment se développer. On va voir les deux côtés, vous voyez, qui vont prendre place et ça va apporter des nuances. C'est-à-dire, moi ce que j'ai apprécié, c'est que on voit que tout n'est pas bon, tout n'est pas mauvais, tout n'est pas à prendre, tout n'est pas à jeter, et ça c'est quelque chose qui au niveau de la réflexion est quand même assez intéressant. On a un côté apprentissage de tome et un côté entraînement. Je vous dirai pas à quoi ils sont liés, mais c'est un aspect que personnellement j'aime énormément dans mes lectures et qui me fait penser à ma saga chouchoute, voilà, tout simplement. Toutefois, il y a quand même des choses qui m'ont un peu plus dérangée, et si ce tome 2 a été une très bonne lecture et n'a pas été un coup de cœur alors que le tome 1 a été un gros coup de cœur, c'est qu'il y a les réactions de certains personnages qui sont liés à la romance, qui m'ont un petit peu titillé. Je ne peux pas vraiment vous les citer, je vais rester très vague parce que si je développe, malheureusement je spoil le récit et ce n'est absolument pas ce que je souhaite. Deuxième point qui m'a titillé, qui fait que forcément cette lecture est un petit peu moins fun que la première, c'est que la fin a été traitée de manière un petit peu trop rapide. On a une grande ellipse qui, à mes yeux, termine le récit avec beaucoup de facilité. Si vous avez lu l'histoire, vous comprendrez. Sinon, malheureusement, je peux pas en dire plus. Si je vous en dis plus, je vous spoil et je ne veux absolument pas faire ça dans une vidéo. En
tout cas, globalement, cette duologie est vraiment, vraiment géniale. J'ai adoré le concept de cette romance dystopique qui mêle la science au cœur. Et forcément, même si le tome 2 n'a pas été un coup de cœur, le tome 1 l'a été. Donc on peut dire qu'on est sur une petite duologie coup de cœur globalement. Mais voilà, c'est pas un gros coup de cœur intersidéral quoi. Mais même si l'histoire a ses quelques petits défauts, elle est haletante, les personnages sont attachants, ils ont une grande évolution et j'ai pris énormément de plaisir à la découvrir. Je continue avec de l'audio puisque comme je vous l'ai dit, j'ai lu énormément en audio. Et on est sur une petite déception. Alors il s'agit de Gold, la saga d'Oren de Raven Kennedy, le tome 5. J'attendais ce tome avec beaucoup d'impatience puisque la fin du tome 4 était quand même assez titillante. Je peux pas vous dire de quoi parle le tome 5 pour ne pas vous spoiler. Toutefois, je vous ai parlé de la saga plus d'une fois sur la chaîne. On est vraiment sur une réécriture du roi Midas qui s'en éloigne petit à petit. Vous avez mes avis lecture dans plein de vidéos, donc n'hésitez pas à aller les voir si jamais vous voulez en savoir plus. Et sinon, je vous mets toujours les liens en barre de description, donc vous pouvez toujours trouver des informations sur la saga via ces liens-là. Et donc, comme je vous ai dit, suite à la fin du tome 4, j'avais très envie d'en savoir plus. Mais le tome 4 m'avait un petit peu dérangé dû aux nombreuses scènes de smut qui étaient très présentes. Le smut, c'est le cul pour être plus vulgaire, mais malheureusement, si ici on a beaucoup moins de smut, au total on comptabilise qu'une seule scène, donc franchement il y a beaucoup de progrès. L'histoire traîne en longueur. Mais vraiment, il y a beaucoup de moments où je me suis ennuyée, où j'ai trouvé que le récit n'avançait pas. Et je pense qu'il y a certains éléments répétitifs dans la saga qui commencent à me lasser. Il y a également certains points de vue qui m'intéresse plus que d'autres parce que en soi c'est hyper positif, la saga elle s'enrichit de plus en plus en point de vue, donc on découvre vraiment les opinions, la façon de voir les choses de plein de personnages différents, mais quand c'est comme ça, il y a toujours les personnages auxquels on est attaché, avec lesquels on prend plaisir à découvrir, et il y a les autres personnages qui malheureusement nous intéressent un peu moins, clairement, faut être honnête, on peut pas accrocher avec tout le monde, c'est un peu comme dans la vie de tous les gens. Toutefois, l'univers, lui, il s'étend, il se développe et l'envie d'en savoir plus, elle est toujours là. L'autrice va se concentrer sur certains éléments importants de l'univers, malgré les longueurs qui m'ont titillé. Vous le sentez que les longueurs, là, elles sont là, vous voyez. Ah, elles m'énervent. Et j'ai adoré, par contre, l'aspect magie, l'aspect relationnel et secret qui se met en place. Et en tout cas, les descriptions de l'autrice, elles sont assez visuelles. Et ça, c'est quelque chose de plutôt positif. Après, on a, comme je vous ai dit, beaucoup de personnages, une multitude de points de vue qui nuancent le récit, qui enrichissent l'univers. On a beaucoup d'éléments qui vont s'imbriquer, beaucoup de questions qu'on se posait qui vont avoir un soupçon de réponse. Toutefois, comme je vous ai dit, il y a certains éléments qui sont trop répétitifs et je finis par m'ennuyer en lisant cette saga. Donc on est quand même sur une petite déception. J'ai ressenti beaucoup moins d'addictivité qu'avec les tomes précédents, et même si j'adore l'univers et la richesse, je sens qu'il est temps que cette saga se termine. Il est temps qu'on ait le point final de cette saga qui pour moi aurait pu être terminée en 4 tomes, et non, il y a un 6e tome qui sort cet été en VO, donc voilà, on aurait pu quand même enlever 2 tomes à cette histoire. Après, comme je vous le dis, c'est mon point de vue strictement personnel et mes ressentis ne concernent que moi. Je passe à une lecture papier. J'ai lu Et soudain tu es là de Cécile Violette, publiée aux éditions Nisha, etc., qui a été une très chouette lecture. Et c'est une romance qui va aborder le thème de la famille, de la restauration, de la santé mentale, du deuil. On va y suivre Hazel, une jeune femme qui a été la voisine pendant très longtemps de Zach et Cassius. Elle a tissé des liens avec ses 2 frères, mais avec Cassius, elle n'était pas très proche. Et avec Zach, au fil du temps, une relation amoureuse s'est développée. Sa mère l'a toujours mise en garde contre Zach. Je cherchais mes mots, excusez-moi. Mais malgré ça, Hazel, elle ne voyait que ce qu'elle voulait voir. Et
Elle a été dans le sens où tout le monde allait, c'est-à-dire Cassius était le mauvais garçon, Cassius était celui qu'il ne fallait pas qu'elle fréquente et ainsi de suite. Mais un jour, son couple va battre de l'aile avec Zach et elle va décider d'enfin réaliser son rêve, partir à San Francisco, suivre des études pour parler le français et pour cela, elle va vivre chez sa meilleure amie. Sa meilleure amie va travailler dans le restaurant qui appartient à Cassius. Elle va donc découvrir Cassius, son restaurant, elle va avoir un emploi au sein de ce restaurant et forcément le regard qu'elle porte à Cassius va être totalement différent et les choses vont évoluer au fil du temps. Alors ce livre, si vous avez l'impression qu'il y a un triangle amoureux, pas du tout. On a un soupçon de triangle, mais pas comme on pourrait le croire, c'est-à-dire on a une héroïne qui va prendre conscience de la réalité de qu'elle vit, de ce qui est réellement l'autre, et qui va chercher à évoluer parce que on a une forme de maltraitance psychologique qui est présente dans ce roman. C'est un trigger warning, donc je préfère vous le citer, mais je ne vous dirai pas de quelle façon il a lieu. J'ai adoré la psychologie des personnages dans ce tome-là. Elle est immersive, elle va aborder beaucoup de choses dont les troubles du comportement alimentaire et bien d'autres. Et c'était abordé avec délicatesse, c'était incroyable, l'émotion était là. Et au-delà de la romance, on a une histoire familiale, on va avoir des flashbacks qui vont venir enrichir ce récit, qui vont nous propulser, nous en tant que lecteurs, dans l'histoire. Vous allez ressentir, en tout cas moi j'ai ressenti énormément d'émotions. Toutefois, si j'ai adoré l'histoire, si j'ai trouvé les personnages hyper attachants, si on a de belles valeurs qui nous montrent qu'il faut aller au-delà des apparences, si on a des beaux moments d'amitié qui vont ajouter de la légèreté à ce scénario qui est prenant, j'aurais aimé qu'on traite quand même les TCA avec un peu plus de profondeur, mais voilà, vous savez que j'aime bien titiller un petit peu, mais franchement cette romance elle est hypnotique, je n'ai pas pu la quitter des yeux et j'ai adoré l'histoire d'Azel et Cassius. Pour partir sur quelque chose d'un peu plus léger, j'ai lu Say Yes to the Boss de Anna Scott chez Addictive. Et ce livre, je l'ai dévoré. Je l'ai commencé un dimanche en fin de matinée. Et j'ai dit, je ne ferai rien d'autre tant que je ne l'ai pas terminé. Et en 2h30, il était lu. Et je me suis pris des fous rires. J'ai souri, j'étais niaise. Enfin bref, c'était vraiment trop bien. Dans cette histoire, on est vraiment dans un trope boss employé avec un faux couple et une application de rencontre. On va y suivre Mona qui est célibataire au grand désespoir de sa mère qui chaque dimanche va lui mettre la pression lors des repas de famille. Azel, elle en a ras le pompon, donc elle se dit pourquoi pas trouver quelqu'un sur une application de rencontre que je ramène à ma mère histoire qu'elle ferme un petit peu son clapet quoi. Et en même temps, il va y avoir la secrétaire de direction de Hugo qui va tomber malade et Azel, qui était l'assistante de cette secrétaire, va devoir prendre son poste. Sauf que Hugo, il est horripilant, il est chiant comme patron, même s'il est sexy. Et celui-ci, il a besoin d'une fausse petite amie pour aller au mariage de son ex. Donc, il va utiliser également une application de rencontre. Et de là, je vous laisse deviner la suite de l'histoire. Voilà, je pense qu'il en faut pas plus, sachant que le trope fake couple est quand même très pondérant. Donc ce scénario va amener énormément de scènes cocasses qui personnellement m'ont fait énormément rire. On a une plume qui est fluide, qui est addictive. Et personnellement, comme je vous ai dit, j'ai pas pu lâcher le livre des yeux. On a différents points de vue et c'est d'autant plus drôle puisqu'on sait ce que va penser notre cher Hugo, on sait ce que va penser notre chère Mona et on sait forcément ce qui va se passer dans cette histoire en avance et on attend que ces événements se passent pour voir ces scènes, mais c'est à mourir de rire. Parfois, Hugo, il a des petites pensées un peu mal placées qui m'ont également fait rire, mais on sent que lui, de manière sentimentale, c'est un homme assez maladroit, quoi. J'ai dévoré cette romance, je pense que ça passe ou ça casse, parce que comme je vous ai dit, les pensées d'Hugo sont très maladroites et peuvent
peut-être paraître un peu gênantes, mais moi personnellement je les ai pris vraiment au second degré. J'ai adoré les deux personnages qui sont drôles et attachants, qui ont énormément de caractère, du coup forcément ça fait des étincelles et c'était très très chouette. Donc si le spicy vous dérange pas, parce que ouais c'est quand même assez spicy, si vous aimez les romances pleines d'humour avec des scènes cocasses et un petit côté un peu prévisible, je pense que ça pourrait vous plaire. Chez Addictésie, j'ai lu Le Prince de l'autre monde de Orlan Grey. Si vous aimez un petit peu les webtoons avec les héroïnes qui se réincarnent dans un nouveau monde, si vous aimez les Bridgerton, ce livre c'est vraiment le condensé des deux. Et personnellement, j'ai trouvé cette romantaisie assez doudou. D'ailleurs, elle fait plus un peu romance historique avec le petit côté Regency, bal de débutants, mariage princier, choses un petit peu comme ça. Alors, vous avez une héroïne qui a eu un accident de voiture et au lieu de mourir, elle va se réincarner dans le corps d'une jeune fille d'un royaume étrange. Elle va s'appeler Lucinia dans ce royaume-là et elle va se retrouver au milieu de bals de débutantes. Elle doit trouver son futur mari. Le prince lui doit trouver la future femme qui sera la future reine du royaume. Le prince semble charmé par l'impertinence de Lucinia, mais elle ne veut absolument pas de quelqu'un dans sa vie. Enfin bref, si vous avez aimé par exemple dans les Bridgerton la saison sur Daphné et Simon, vous retrouverez un petit peu la même vibes avec celui-ci. Alors comme je vous ai dit, on a vraiment le trope qu'on retrouve beaucoup dans les webcomics. On a cette petite atmosphère Bridgerton au niveau des mondanités, des personnages, dans leur comportement. On a une petite sous-intrigue, sous fond d'enquête avec un soupçon de magie qui va rajouter un petit plus et qui va casser un petit peu le côté historique de cette romance. En tout cas, j'ai trouvé ça vraiment mignon, ça se lit tout seul. L'histoire avance peut-être un chouïa vite, mais en vrai c'est pas du tout dérangeant. J'ai adoré le côté intrigue de cour, j'ai adoré les petits commérages, la compétition, les faux semblants qui sont très présents dans les dialogues. Les personnages sont très attachants. Enfin bref, c'est vraiment quelque chose de doux, de mignon, de cocooning, de cosy à lire. Et personnellement, j'ai adoré. D'ailleurs, je vais vous lire une petite citation qui m'avait fait énormément rire. Peut-être que ça vous donnera envie de découvrir cette douce romance dans un monde un peu fantaisiste, mais qui pour moi s'apparente plus à de la romance historique. Élianor Bonneron, fille du duc de Peignory, était assurément bon parti. Sa lignée n'avait aucune tache, aucune basure. Le duc était aussi riche que noble. En plus des nombreux domaines, il possédait également une exploitation maritime qui ne faisait qu'accroître leur imposante fortune. Sur le papier, ainsi, la dénommée Élianor était exemplaire. Néanmoins, j'avais la sensation de sélectionner un chien avec un bon pédigré plutôt qu'une femme. Franchement, je trouve ça trop fun. Une des lectures communes du mois de mai sur le Discord était Fil d'or de Ophélie Duchemin, le tome 3 des Gardiens d'Ulderine, qui est un tome 3 plutôt sympathique, même si je le mettrais en 3e position dans mon ordre de préférence, parce que dans mon cœur, Murmure de l'Océan est en première position, le second c'est Rose éternelle, et malheureusement j'ai un petit peu moins accroché avec Fil d'or, même si la plume reste vraiment belle, poétique, prenante. On est vraiment dans une réécriture de conte dans ce tome 3, et si sur le papier, on vous dit que vous pouvez lire cet tome de manière indépendante. Pour moi, c'est essentiel de lire Rose éternelle, Murmure de l'Océan et Fil d'or dans l'ordre de parution parce qu'il y a un fil conducteur qui relie les contes des gardiens d'Ulgérine. Ici, vous allez suivre un personnage particulièrement que vous allez voir apparaître dans Murmure de l'Océan et qui a toutefois sa petite importance. Cléa, elle a un passé à fuir et pour cela, elle essaie de tenir le coup et de ne pas succomber aux visions qui la hantent. Mais malheureusement, son existence va poser un lourd problème et on a un certain assassin qui va devoir la traquer pour mettre fin à la fuite de la jeune femme
et peut-être aussi à sa vie. Voilà, je vous fais un résumé vraiment très très court et qui retranscrit pas totalement l'histoire, mais c'est pour éviter de vous spoiler toute l'intrigue de tous les tomes. Donc ici on est vraiment sur une réécriture de Réponse qui est plutôt originale. On a une plume qui est vraiment, comme je vous ai dit, poétique, visuelle, avec un style quand même assez descriptif. Et pour moi ce style, c'est soit vous l'adorez, soit ça casse. Je trouve que la continuité du fil conducteur entre Rose éternelle et Murmure de l'océan est extraordinaire. Je trouve que ça rend l'histoire que plus passionnante, sachant qu'on a des passages du roman qui se passent avec les personnages des tomes précédents. Toutefois, j'ai trouvé ce tome beaucoup plus long, beaucoup plus contemplatif que les précédents, et j'ai été beaucoup moins sensible au personnage qui reprend le conte de Réponse. Je pense que Réponse n'est pas du tout mon conte préféré, loin de là. Ce n'est pas non plus ma princesse favorite, et cela a pu jouer sur mon ressenti face à cette histoire. Toutefois, le gros point fort, c'est qu'on a des personnages qui sont sombres, beaucoup plus matures, et on a une grande variété de protagonistes qui sont intéressants et qui vont relier les contes entre eux, permettant d'avoir un univers ultra riche et qui permet d'expliquer aussi d'autres événements des tomes précédents. L'évolution de la plume d'Ophélie Duchemin, elle est incroyable, elle est visuelle. Ce tome n'est pas mon favori, mais il reste une excellente lecture et j'ai passé un très bon moment. Ma meilleure lecture de ce mois de mai, il s'agit du tome 2 du Porteur de Mort de Angel Arkin avec Tenshin, et cette saga est incroyable. Si vous voulez avoir un résumé un peu plus détaillé et mon avis sur le tome 1, vous le retrouverez dans le point lecture du mois de avril, et franchement vous savez que je l'ai adoré parce que je vous le mentionne dans ce précédent point lecture et je vous le rementionne aujourd'hui. On est vraiment sur une fantaisie adulte, sombre, qui va mettre en avant le destin des personnages, de la magie incroyable, et surtout on a la notion de famille qui est très importante. On va y retrouver nos personnages chouchous, on va en prendre à en connaître d'autres, on a un univers complexe et on va se questionner tellement celui-ci il est riche, il est immersif, on veut toujours en savoir plus. Les questions elles pop dans votre tête comme ça, et à chaque fois que vous croyez avoir une réponse, il y a une autre question qui pop et ainsi de suite, et vous êtes là. Non mais où est-ce qu'elle va nous emmener, Angel Arkin? Qu'est-ce qu'elle va faire de notre cerveau? Enfin bref, c'est une lecture qui va vous rendre dingue. Les personnages, ils sont incroyables, ils sont attachants. Ils ont un rôle important, même si on ne saisit pas totalement à quoi va servir leur rôle, et on a un opus avec ce tome 2 qui va développer l'aspect politique de l'univers, et cela est vraiment passionnant. Tout me passionne dans cet univers, je n'ai rien à lui reprocher. Les personnages, il y en a une multitude. J'ai mes chouchous, n'est-ce pas Saïs, n'est-ce pas Naïs? Avec eux, j'ai ragé, j'ai souffert, et surtout j'espère des choses pas très cato. Enfin bref, ceux qui ont lu cette lecture, vous comprendrez. Mais franchement, si vous aimez la fantaisie bien faite, si vous aimez les univers riches, si vous aimez la magie, foncez lire cette saga. Foncez lire cette saga, vous ne serez pas déçus. À peine sorti en librairie, qu'il était déjà lu, il s'agit du tome 6 de A Tender Heart de Aloha et Johari. C'est un webtoon dont je vous ai beaucoup parlé dernièrement. C'est un webtoon que j'ai totalement adoré, où on suit une héroïne qui va se réincarner dans son roman préféré et qui va jouer le personnage d'une jeune servante voulant sauver son personnage favori. Bien entendu, ça va changer un petit peu la trame de l'histoire et une romance va s'installer petit à petit après avoir brisé une certaine malédiction. Alors ici, on a un graphisme qui a continué de m'éblouir. Chaque tome m'éblouit de par sa colorimétrie, mais aussi de par les visages qui sont expressifs, touchants. Enfin bref, les couleurs, elles sont attrayantes. C'est magnifique, c'est vraiment un webtoon que je ne peux que conseiller. La relation entre les différents personnages, elle évolue énormément au fil des opus, et cela accentue le contexte sociopolitique de l'histoire, ce qui est énormément le cas dans ce 6e tome. La fin de cette saga m'a fait sourire, mais
Vraiment, je souriais bêtement, j'étais à fond dedans, c'était passionnant. Toutefois, j'ai quand même trouvé un petit point négatif, c'est que je trouvais que les événements s'enchaînaient peut-être un petit peu trop vite et on aurait peut-être pu avoir un autre tome. Moi, oui, on aurait pu avoir un tome 7. Mais franchement, les personnages, ils restent fidèles à eux-mêmes du début à la fin, même s'ils évoluent. Ils ont tous un rôle important. Et franchement, j'ai eu le cœur rempli d'amour en suivant cette histoire qui est passionnante. En audio, j'ai découvert Animaux Nocturnes, le premier tome de Angel Arkin, qui est un thriller romantique rempli de suspense. On va y suivre Jude, un flic torturé, un flic qui est accro aux addictions, telles que l'alcool ou la drogue. Il est destructeur envers lui-même, mais surtout, son meilleur ami a été enfermé pour le meurtre d'une femme qui était leur amie, qui a été leur amour, et il ne s'en est jamais remis. Parce que son meilleur ami, c'est un tueur en série, mais pas n'importe lequel. C'est un tueur en série méticuleux, et jamais il n'aurait pensé ça de lui. Ça le hante. Et aujourd'hui, il essaie de faire main basse sur le passé en aidant à découvrir qui sont les meurtriers des affaires classées, mais surtout, il va ne pas pouvoir rester en dehors d'une nouvelle affaire lorsque une femme est en danger et qu'une série de meurtres ressemble à celle effectuée par Damian, son meilleur ami désormais en prison. C'est une lecture qui personnellement m'a déclenché énormément de frissons. Tout est visuel, que ce soit dans les descriptions, la psychologie des personnages qui est intense. Cette lecture, c'est le suspense à l'état pur. Vous allez être bercé entre tueurs en série, romance, enquête, passé compliqué. Et Angel Arkin, personnellement, elle m'a retourné le cerveau. J'étais pas bien, je ressentais l'angoisse, je ressentais la peur. La plume, elle est dure, elle va vous exposer des faits sans fioriture. Elle va ajouter du rythme et de l'intensité au récit de l'histoire. Et vous n'aurez vraiment aucun répit en tant que lecteur. C'est une lecture pour public averti. Attention, je ne la mettrai pas entre toutes les mains. J'ai tout aimé dans cette lecture, mais comme je vous ai dit, elle ne conviendra absolument pas à tout le monde. Les personnages sont dérangés. Il y a également du spicy. Et c'est une lecture qui va perturber. On sent que Jude, notre enquêteur, il est aussi dérangé que les criminels qu'il poursuit, vous voyez ce que je veux dire? Et on a un triple point de vue dans cette histoire. Un triple point de vue qui est d'autant plus perturbant puisqu'on va suivre Jude, son meilleur ami en prison, et la femme qu'il doit aider. En tout cas, ce premier tome, il m'a tenu en haleine. Et attention, on est sur une trilogie, mais pas avec des tomes compagnons puisque l'histoire se poursuit. Et actuellement, je lis le tome 2. Et croyez-moi que mon cœur palpite. Mon cœur est dans tous les états. Clairement, mon cœur est dans tous ces états. Après une lecture aussi intense, une lecture aussi noire, il fallait que je relise une lecture un peu déjantée, une lecture qui me fait rire. Il s'agit du Prince Charmant existe, il est italien et tueur à gages de Anna Trip. Je l'ai relu sous son format poche réédition chez Hugo. Et croyez-moi, c'est un coup de cœur malgré que je l'ai lu à sa première édition, que je le relis. Enfin bref, c'est du Anna, donc forcément ça ne peut être extraordinaire. Ici, vous êtes auprès de Robin, une jeune maman célibataire, complètement déjantée, tatoueuse, qui travaille également dans un bar. Elle a sa petite fille de 6 ans, elle a un langage totalement fleuri. Elle ne croit plus au prince charmant des contes de fées, elle a vécu des atrocités liées à la maltraitance et son ex est en prison. Sa petite fille, c'est vraiment la prunelle de ses yeux. Mais tout va changer quand elle va croiser son nouveau voisin, qui s'appelle Valentin, qui est tueur à gages, mais aussi italien. Alors franchement, dans ce livre, vous allez vous éclater, mais vous allez aussi maudire Anna. Pourquoi? Parce qu'il y a également beaucoup de références à la pop culture. Vous allez ressortir avec plein de références de films, mais aussi des musiques plein la tête qui ne vous quitteront pas le cerveau, qui vont vous hanter tout au long de la journée. Merci Anna. Plus sérieusement, on a une héroïne qui est extraordinaire. Une héroïne auprès de laquelle on peut s'identifier de par sa maladresse. Suis-je maladroite? Totalement. Parce que c'est aussi une femme avec des formes, une femme vraie, et ça fait plaisir. C'est une femme incroyable qu'on pourrait rencontrer dans la vie de tous les jours. C'est une histoire avec énormément de joutes verbales qui vous feront rire,
qui sont pleines de punch. C'est une histoire drôle, touchante, qui va aborder des sujets difficiles. C'est une histoire... Bref, c'est du Hana, quoi. C'est du Hana, j'ai pas les mots. Après, toutefois, si le spicy vous gêne, si le langage bien fleuri vous gêne, ce livre ne pourra pas vous convenir. Je tiens à le préciser, on est vraiment sur une comédie romantique complètement déjantée et spicy. Les personnages vont vous en faire voir dans toutes les couleurs avec cette histoire. Ils vont jurer comme des charretiers, mais surtout ils ont un cœur immense, ils sont francs. Il y a une grande atmosphère Fun Family et personnellement, quand on commence à lire ce livre, on ne veut pas quitter les personnages. Franchement, pour moi, Hana, c'est une valeur sûre et je pense qu'avec le temps, vous le savez. Ce mois-ci, j'ai eu 2 abandons. Alors, il y a Lightlark et on a également The American Roommate Experiment de Elena Hamas. Alors, Lightlark, c'était une lecture commune que je devais lire pour le book club qu'on a avec Aurélie, notre book club en présentiel. Mais malheureusement, au bout de 150 pages, j'ai arrêté ma lecture. Alors déjà, je n'ai pas accroché avec la plume, mais surtout, c'est du young adulte. Et avec moi, vous le savez, le young adulte, aujourd'hui, ça passe ou ça casse. Et clairement, dans Lightlark, c'est du young adulte qui casse complètement. On a un petit côté tournoi qui est très présent dès le début de l'histoire. Et ce qui me dérangeait, c'est qu'on ne sait pas pourquoi. On ne comprend pas. Et... j'aime beaucoup les fantaisies, moi, quand on a une entrée en matière un petit peu descriptive qui va poser les bases d'un contexte au niveau du lore, ce qui n'était pas forcément le cas ici. Et clairement, je m'ennuyais, je pestais en commençant cette lecture. Et aujourd'hui, je ne veux plus m'embêter avec des lectures avec lesquelles je n'accroche pas. Concernant The American Roommate Experiment de Elena Hamas, c'est le spin-off de The Spanish Love Deception que j'avais beaucoup aimé. Toutefois, si dans The Spanish Love Deception, on avait un petit côté proximité forcée et enemies to lovers, ici on a également un petit côté proximité, mais on est plus sur un friends to lovers, on a des personnages qui s'entendent trop bien, tout se déroule trop bien et en fait je m'ennuyais, clairement je m'ennuyais, je n'avais pas envie de continuer mes lectures, donc j'ai préféré les laisser de côté. Je pense que vous le savez, mais il y avait une lecture que j'attendais impatiemment, un livre que je voulais découvrir à tout prix. Il s'agit de la suite de Broken Bond, les liens de destin, donc Blood Bonds de Djibouti, qui est le tome 3 de cette saga avec un harem inversé dans un monde, je dirais un peu dystopique, de la magie, enfin j'arrive pas trop à situer l'univers. En tout cas, c'était trop bien. C'était trop bien. On l'a lu en lecture commune sur le Discord. C'est une lecture commune qui a duré une journée. Oui, je vous dis une journée. Tout le monde a dévoré cette histoire en une seule fois. Hormis 2-3 personnes qui n'avaient pas le temps, mais qu'on a lu quand même dans les commentaires. C'est un récit qui est addictif. Quand on commence la lecture de cette saga, vous ne pouvez pas vous arrêter. C'est impossible de lâcher cette histoire. Ce que j'ai aimé dans ce 3e tome en harem inversé, c'est qu'on a une évolution au sein des différentes relations. Malgré le côté harem, il y a quand même un petit côté assez slow burn et c'est rempli de frustration. Vous êtes là. Quand est-ce que les personnages vont craquer? Sachant que, hormis la romance, il y a vraiment un petit côté guerre, il y a un petit côté résistance, il y a un petit côté magie, un petit côté politique de présent, mais la romance reste prédominante. En tout cas, moi, quand je lis cette histoire, je suis frustrée, j'ai toujours envie d'en savoir plus, j'ai toujours envie qu'on aille plus loin, et on a différents points de vue, on a quasiment les points de vue de tous les personnages dans cette histoire, et je trouve ça sincèrement incroyable parce que ça permet de les comprendre, ça permet vraiment de visualiser la psychologie de chacun. Toutefois, même si pour moi c'est une lecture coup de cœur, même si c'est une lecture quand même assez spicy, il a quand même un défaut cet univers, faut l'avouer. Même si c'est un coup de cœur, il a un défaut. Je souffre de dire ça, mais c'est que malgré tout, on a un contexte sociopolitique qui manque d'approfondissement pour comprendre le tout. Et personnellement, je me pose beaucoup de questions. J'ai espoir d'avoir les réponses dans d'autres tomes. Mais malgré tout, cette lecture reste un immense coup de cœur. Toutefois,
plus j'avance dans ma lecture et plus mes personnages préférés évoluent. Alors on est dans un harem inversé, donc on a des relations consentantes au sein de ce harem. Il y a forcément notre héroïne qui a des romances et une relation avec tout le monde. La relation n'est pas forcément charnelle pour le moment, hein. Enfin avec certains mais pas avec tous. Voilà, et au fur et à mesure qu'avance la lecture, mon ordre de préférence, dans les 5 mecs de ce harem, a évolué. Pour ceux qui connaissent les personnages, je vais vous citer. Pour les autres, ça ne vous apportera pas grand chose. Mais en tout cas, hormis Atlas qui m'énerve avec ses ma petite chérie, mais apparemment cela est dû à la traduction, puisqu'en VO, le surnom n'est pas le même. Ça ressemblerait plus à ma douceur en surnom. Donc mon premier chouchou, c'est Nord. Mon second chouchou, c'est Griffon. Nox, qui était le dernier du classement, est passé en 3e. Gab en 4e. Et désolé Atlas, mais enfin, ma petite chérie, ça va pas. Que t'es le dernier. Voilà. Mais voilà, c'est une lecture qui a ses petits défauts. Mais voilà, elle est incroyable. Elle est incroyable. J'avais peur de me lancer dans le tome 6 de Keleana de Sarah Jimas, étant donné que je savais qu'on n'allait pas suivre les personnages dans leur ensemble, et notamment le personnage de Keleana. Je mentionnerai que son nom d'assassineuse dans cette histoire pour ne pas spoiler. Ce tome 6, on suit un autre personnage, un personnage qui s'appelle Shaol, qui est très très important. Shaol, Cole, Kel, en fait, on sait toujours pas comment se prononce véritablement son prénom, hein. Personne n'a la même prononciation, donc moi je vais la lire mot pour mot, c'est Shaol. Quel nom? Je me remettrai jamais de son nom. Bref, ce personnage, je l'aimais beaucoup dans les tomes 1 et le tome 2. Mais à partir du tome 3, 4, 5, il a énormément chuté dans mon estime. Je ne vous dirai pas pour quelle raison, mais voilà. Il y a plein d'autres personnages qui l'ont supplanté. Et donc, suite à tous les événements, ce tome 6 qui se passe en parallèle du tome 5, on va suivre du coup notre cher Shaol. On va suivre ses aventures, on va découvrir un autre royaume et ainsi de suite. Et mes craintes sur ce tome se sont avérées justes. Je l'ai beaucoup moins aimé, c'est tellement dur de vous parler de ce tome. Parce qu'il faut savoir qu'il y a le trigger warning araignée qui n'était pas prononcé. Voilà, qui n'était pas noté. Je suis arachnophobe. Donc forcément, en fait, ma phobie, elle a totalement pris le dessus sur ma lecture. Ce qui fait que j'ai eu du mal à voir plein d'éléments qui peuvent être positifs sur ce texte parce que je n'étais que focalisée sur mon arachnophobie. Alors, on a un univers qui pourtant est hyper riche et il continue de s'enrichir par rapport à ce tome 6 parce que l'univers s'agrandit, on va découvrir de nouveaux personnages, on va avoir énormément de révélations sur énormément de questions que l'on pouvait se poser. Mais malgré tout, je trouvais que ce tome, il comportait beaucoup plus de longueur que les tomes précédents, même si on a un petit côté enquête qui est assez intéressant et il y a des araignées. Et franchement, si vous êtes arachnophobe comme moi, elles sont très très présentes. C'est pas genre 1 ou 2 pages, quoi. Et elles sont importantes, en fait, dans l'histoire. Ces araignées sont importantes. Donc voilà, je peux pas vous en dire plus. Toutefois, j'ai adoré découvrir les nouveaux personnages. Il y a un personnage féminin qui est extraordinaire. Et je pense que sans ma phobie, même si Shaol n'est pas mon personnage préféré, j'aurais pu mieux apprécier ma lecture. Ma phobie a failli me faire abandonner cette saga alors qu'elle fait partie de mes préférés. En tout cas, dans tous les livres de Sarah Jimas, c'est Keleana la saga que je préfère. Donc je trouve ça un petit peu dommage, mais malgré tout, ça reste une bonne saga. Mais on va dire que ce tome 6 n'a jamais existé. Je termine ce point lecture avec 2 petits webtoons que j'ai reçus de la part des éditions Neotoon, donc qui appartiennent au label Hugo. Et il y a Freaking Romance, le tome 1, donc de Snailord, qui est une romance un petit peu fantastique avec beaucoup de mystère. Alors on va y suivre Zilith et Zélan. Zilith, c'est une jeune femme qui a quitté son foyer familial et qui va louer un appartement, essayer de prendre son indépendance parce que elle a été un petit peu mise dehors par sa famille, tout simplement. Sauf que elle ne s'attendait pas, en étant dans cet appartement, à découvrir un jeune homme. Elle le voit, mais elle ne peut pas le toucher sans qu'il disparaisse. Elle va le voir interagir pourtant avec des objets et avec son propre chat à elle, et ainsi de suite. Donc, comment
une histoire entre ces deux personnages peut-elle débuter? C'est là tout le mystère de ce webtoon. En tout cas, j'ai trouvé le pitch de ce webtoon hyper original, avec des sujets familiales importants tels que la pression familiale. On a des graphismes très beaux, très expressif, avec une colorimétrie qui est plutôt pastel. Enfin, personnellement, j'ai trouvé ça très sympathique. Et je me suis posé énormément de questions sur l'évolution et la viabilité de la relation qui peut se créer possiblement dans le futur. Il y a beaucoup de zones d'ombre. Et franchement, c'est totalement normal qu'on ait autant de zones d'ombre parce qu'on est sur un premier tome. En tout cas, Zilith et Zelan sont deux personnages qui sont diamétralement opposés, qui vivent sous le même toit, sans vraiment savoir qu'ils vivent sous le même toit. Et j'ai vraiment très hâte d'apprendre à les connaître. C'était plutôt mignon comme petite histoire. Et pour terminer ce point lecture avec un petit grain de folie, j'ai lu Curse Princess Club de Lamcat, qui est le premier tome où on a beaucoup d'humour, on est dans une petite romantaisie avec un petit côté malédiction, mariage arrangé, et on va y retrouver Gwendoline, qui est cette petite princesse-là, la petite princesse verte. Ça, c'est ses sœurs, ses grandes sœurs. Toutes les trois sont les princesses adorées, la prunelle des yeux du roi. Mais s'il a passé un pacte avec un roi d'un autre royaume avec qui il est très ami, pour que les trois fils de celui-ci épousent ces trois merveilleuses filles. Les filles sont enchantées, les princes sont beaux et ainsi de suite. Mais le cadet du roi, le prince cadet du roi, va déchanter en voyant notre petite Gwen, qui pourtant a un cœur immense, incroyable. Il va se dire, mais en fait, tout le monde est beau, mais elle, non. Elle, c'est un monstre. Voilà. D'ailleurs, il va énormément blesser notre petite Gwen, elle est adorable. Jusqu'au jour où une nuit, Gwen va tomber et accidentellement elle va se retrouver dans un club de princesses dysfonctionnelles, des princesses avec des pinces de crabe et ainsi de suite. Alors j'ai adoré cette histoire tout simplement parce qu'elle va exploiter tous les clichés des contes de fées que l'on peut connaître et elle va se jouer d'eux du début à la fin. C'est vraiment très caricatural, c'est rempli d'humour et de messages de bienveillance, d'acceptation. Les graphismes, ils sont très colorés. Je vous montre un peu quelques planches. Et ils vont mettre vraiment en valeur à la perfection les messages du récit. L'histoire va faire passer des messages importants sur la société, les attentes que l'on peut avoir sur les gens, le regard des autres, les critères de beauté, l'acceptation. C'est une histoire qui est aussi bien pour les grands comme pour les petits. Je pense que tout le monde peut y retrouver son compte. Après, voilà, c'est un petit côté jeunesse qui ne plaira pas forcément à tout le monde. De toutefois, j'ai adoré le fait qu'il y ait beaucoup de personnages. J'ai adoré voir le personnage de Gwen, de ses grandes sœurs, mais aussi toutes les autres princesses atypiques, dont certaines font penser à certaines princesses de contes que l'on connaît. Tout a une importance dans cette histoire et je pense que la suite ne pourrait être que d'autant plus fun. Voilà, ce sera tout pour ce point lecture. J'espère qu'il vous aura plu. En tout cas, moi j'ai pris beaucoup de plaisir à vous le tourner, même si à présent je n'ai absolument plus de salive. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu et aimé un des livres mentionnés dans cette vidéo, et même si d'ailleurs vous n'avez pas aimé un des livres, vous pouvez le dire en commentaire du moment que c'est fait avec bienveillance et respect. Et en attendant, moi je vous fais plein de bisous et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.